Bonjour à tous, bienvenue en Terre Inconnue. Aujourd'hui, les résultats des élections américaines étaient sans appel. Donald Trump a été élu président. Aujourd'hui, en Terre Inconnue, nous allons avec des jeunes et M. Gérard Depré. Monsieur Gérard, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Nous avons autour de la table Ediz, Dimitri, Amira et Suleiman. Dimitri, je t'en prie. Le 8 novembre, le monde était affolé, catastrophé. Dans tous les réseaux sociaux, ça s'affolait. Des blagues qui partaient, des critiques, des gens désespérés. Trump avait été élu. Mais bon, il ne suffit pas de s'affoler, il faut aussi réfléchir. Et en s'y penchant un peu plus, les premières questions qu'on se pose, c'est Trump est-il vraiment le monstre qu'on nous a décrit, le monstre que tout le monde autour de moi décrit? J'ai envie de m'interroger par moi-même avant d'écouter tous les bruits qu'il y a autour. Je vais pouvoir regarder ce qu'il a fait et ce qu'il va faire surtout. Parce que rappelons-le, il n'a encore rien fait et tout reste ouvert. Alors, je vais lui demander, que pensez-vous pour l'instant de Trump, de ce que vous avez vu? Jusqu'à présent, on n'a pas vu grand-chose, puisqu'il n'est pas en fonction. Il sera en fonction le 20 janvier. Les seules choses que l'on remarque maintenant, c'est il est occupé à constituer son entourage. Et à mon évaluation, il prend beaucoup de gens fort à droite, même d'extrême droite, ce qui est quand même assez inquiétant. Et deux, ce ne sont pas toujours des jeunes. Donc votre génération, à mon avis, aura quelques difficultés à s'y retrouver. Deux, il est déjà occupé à trahir un certain nombre d'engagements solennels qu'il avait pris pendant la campagne électorale. Il voulait mettre Hillary Clinton en prison, il n'aurait pas pu, mais de toute façon, il vient de dire qu'il ne le ferait pas. Deux, il voulait chasser tous les illégaux sur le territoire américain. Les Mexicains, il y en a 11 millions, il est prêt à se limiter à 3 millions. Et on peut continuer la liste de cette manière. Donc il est occupé à revenir en arrière par rapport aux engagements ou aux promesses. Ce ne sont pas des engagements, aux promesses qu'il avait prises pendant la campagne électorale. Donc avant de juger l'action de Trump, il faudra voir combien d'engagements il va renier et ce qu'il va faire effectivement. Je ne pense pas que ce soit la seule chose qu'on puisse dire de Trump. C'est un homme public, en tout cas depuis longtemps. Si pas politique, il est public depuis longtemps. Et il s'intéresse à des sujets de politique depuis fort longtemps. J'ai en tête, dans les années 80, quand Trump militait pour que l'URSS et les USA démantèlent les armes nucléaires dans le monde, excepté leur propre nation, et qui aujourd'hui, dans une émission de juillet sur la MSNBC, dans Morning Joe, il déclare si nous avons l'arme nucléaire, pourquoi ne pas l'utiliser? Donc il ne revient pas seulement sur ses promesses de campagne, il revient aussi sur tout son univers passé dans la politique. Et si on ne peut pas juger ses actions, on peut juger déjà son passé. En tout cas, on peut essayer d'étudier son passé. C'est un personnage dont vous avez déjà entendu parler. Je voudrais savoir quel est votre avis? Est-ce que ça vous fait un peu peur? Est-ce que vous avez de l'appréhension? Très franchement, allez, je n'aime pas l'homme. Je n'aime pas l'homme, je n'ai pas confiance en lui. Et le politique, il n'a encore rien fait sur le plan politique. Je veux dire, agir sur le plan politique. Il a fait des déclarations. La seule chose que je remarque, c'est qu'il a quand même fait, et c'est ça qui, par un certain côté, m'inquiète sur l'état de la démocratie américaine, il a quand même fait un parcours assez extraordinaire pendant cette élection. Il est parti au moment où, dans le Parti républicain, les gens dont on parlait pour être les candidats, ils n'étaient jamais cités. On parlait du fils Bush, on parlait d'une série d'autres personnalités, jamais lui. Il est parvenu à les bousculer. À partir du moment où il a été choisi, il a eu contre lui quasiment tous les médias américains, toutes les grandes chaînes de télévision, tous les grands médias, l'establishment démocrate et aussi une partie de l'establishment conservateur. Et malgré ça, il a été. Donc il s'est passé quelque chose aux États-Unis. Et c'est ça qui m'interpelle. Et si vous voulez mon sentiment, j'ai l'impression que, en votant pour lui, les Américains ont voté pour une sorte de casseur. Quelqu'un qui dit « Écoutez, moi j'en ai marre de tous ces politiques qui vous racontent toujours la même chose et qui font que rien ne change. Moi, je vais mettre de l'ordre là-dedans, je vais casser ce faux compromis, je vais faire un mur avec le Mexique, je vais rétablir la primauté des États-Unis, ce que vous venez de dire sur l'arme nucléaire, si on a des armes nucléaires, c'est pour s'en servir. » Toutes déclarations matamoresques, mais qui font qu'une partie importante de l'opinion américaine, en particulier ce que j'ai appelé les petits blancs paumés, les gens qui avaient perdu leur boulot dans le Middle West, à Michigan, dans l'Ohio, dans le Wisconsin, se sont dit enfin il y a quelqu'un
qui comprend que ça ne va pas, que ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc, ils ont voté pour lui comme une sorte de casseur qui va casser le vieux système pour créer de nouvelles ouvertures. Je crois les Américains ont élu un casseur. Jusqu'où il ira pour casser, je n'en sais rien, mais je suis certain qu'il n'utilisera jamais l'arme nucléaire. Moi, je pense en tout cas que les Américains ont vu Trump comme une grande solution, comme vous le dites. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont voté à ce qu'ils pensaient être bon. Alors, je pense que maintenant, ils se sont dit, pourquoi n'essayerons-nous pas l'extrême pour voir si lui va changer et être peut-être mieux que les précédents. Je suis d'accord avec vous. Votre analyse rejoint la mienne. Je veux dire, beaucoup de gens sont mécontents du système américain tel qu'il fonctionne maintenant, de ce qu'on appelle l'establishment politico-médiatique, du fait qu'il y a énormément d'entreprises dans le secteur industriel qui ont fermé, comme ça a été le cas en Europe, dans le secteur sidérurgique, dans le secteur de la confection, etc., parce que les Chinois ont pris une part importante de la production. Et il a dit à ces gens-là, maintenant c'est fini. Hein. On a fini de perdre nos emplois au bénéfice des Mexicains, au bénéfice des Chinois. Moi, je ferme les frontières et on recommence à produire chez nous. Le seul problème, s'il recommence à produire chez lui, c'est qu'il y a un certain nombre d'autres qui prendront des mesures de rétorsion et ça sera plus difficile pour les produits américains d'aller sur les autres marchés. Et donc, je pense qu'il ne pourra pas faire ce qu'il dit. C'est un des drames, selon moi, de nos démocraties. Pour être élu, vous devez raconter des choses qui font plaisir aux gens, à une partie des gens que vous voulez séduire. Et quand vous êtes élu, vous ne pouvez quasiment rien pratiquer de ce que vous leur avez dit, parce que les contraintes de la réalité vont vous en empêcher. Et ça, c'est pour moi un des principaux drames de la démocratie d'aujourd'hui. Donc en un sens, vous comprenez la stratégie de Trump? Mais figurez-vous que si vous analysez la performance qu'il a faite partant d'où il est parti pour arriver où il est arrivé, objectivement, c'est une performance qui mérite d'être analysée en disant partir de rien comme une espèce de réprouvé et puis arriver comme président des États-Unis, c'est quand même une certaine performance. Si vous me demandez si je trouve que c'est bien que les États-Unis aient un Trump, je vous dis, pauvre Américain. Bien. Est-ce que nous, en tant qu'Européens, on doit se sentir menacés de cette nouvelle tendance à aller vers les républicains, vers la droite? Est-ce que nous, aujourd'hui, on doit avoir Est-ce qu'on doit se dire qu'on doit faire quelque chose de différent pour pas, nous aussi, se retrouver avec des partis de droite au pouvoir? D'abord, je sécurise les Européens. Je ne pense pas qu'il va nous attaquer. Donc, je crois pas que l'Alliance Atlantique va se retourner contre les pays européens, qui va commencer à nous envahir et nous bombarder. Donc, première chose, il n'y a aucun risque sur le plan militaire. Deux, au contraire, ce qu'il a dit et qui peut pousser les Européens à faire quelque chose, il a dit, mais vous savez, l'Alliance Atlantique, vous savez qu'il y a des soldats américains qui sont localisés sur le continent européen. Pour la défense du continent européen, c'est les Américains qui payent quasiment tout. On paye 80% des dépenses de l'Alliance Atlantique et pour vous protéger, et vous ne payez que 20%. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous payez davantage ou bien vous allez devoir vous en tirer vous-même. Et je crois que les Européens vont être obligés de prendre une part plus importante de leur propre défense, de moins dépendre, je dirais, des foucades de Tusk, si je peux ainsi m'exprimer. 3, on aura des difficultés sur le plan économique. Il y a une bonne nouvelle d'abord. Pour tous ceux qui étaient contre ce traité, vous avez entendu parler du TTIP, le fameux traité qu'on envisageait de négocier entre l'Union européenne et les États-Unis. À mon avis, il est mort-né. Donc je rassure tous les écolos et tous les gens qui étaient inquiets, il n'y aura pas de TTIP. On ne va pas être envahi par le bœuf aux hormones, comme le racontaient un certain nombre de personnes qui ne savent pas grand-chose à ce sujet-là. Mais s'il entre dans des mesures protectionnistes, ça va poser des problèmes, parce que l'Union européenne vit beaucoup plus de son commerce extérieur que les États-Unis. Donc s'il ferme ses frontières, s'il pratique une politique plus protectionniste, ça sera un problème délicat pour beaucoup de nos entreprises. Problème délicat, vous parliez du traité de Nord-Atlantique. Oui. Alors, aucun risque sur le plan militaire. C'était une boutade. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que entre Trump d'un côté et Erdogan de l'autre, qui est en train de dire non à la démocratie, est-ce que ce traité est encore une garantie pour les Européens? Est-ce qu'on ferait bien de rester dans ce traité? Qu'est-ce qu'on a comme alternative, nous? Mais
D'où vient l'Alliance Atlantique? L'Alliance Atlantique vient du fait qu'immédiatement après la guerre 40-45, l'Europe a été coupée en deux, que vous avez eu d'un côté le bloc de l'Est et de l'autre côté les démocraties occidentales, avec le rideau de fer qui séparait les deux, qui avait une menace permanente de confrontation. Les régimes communistes sont tombés, donc nous avons cru pendant un certain temps que la paix sur le continent européen allait s'organiser comme ça, par des arrangements singuliers, et que le risque avait disparu. Depuis que M. Poutine est arrivé, il refait de la Russie, si vous voulez, une puissance impériale, comme l'était l'Union soviétique et comme l'était auparavant la Russie des tsars. Il a annexé la Crimée, il occupe objectivement une partie de l'Ukraine, il fait une politique qui est contradictoire à celle des puissances européennes en soutenant le régime de Bachar el-Assad. Donc on a un Poutine que nous considérons comme menaçant et à l'égard duquel nous prenons des mesures de rétorsion. Et c'est une des grandes inconnues de la politique de M. Trump, c'est est-ce qu'il va se rapprocher de Poutine au point de nous marginaliser? Je ne peux pas vous le dire, je suis sûr en tout cas qu'il est convaincu qu'il ne faut pas continuer à polariser l'Europe entre d'un côté les puissances occidentales et la Russie de l'autre pour faire monter la tension. Quelles conséquences ça aura notamment sur les équilibres au Moyen-Orient, je ne peux pas encore le prévoir. La question que je voulais vous poser, c'était qu'est-ce que nous, on pourrait faire? Qu'est-ce que, ici, au Parlement, est-ce que ça se discute? Quelles sont les solutions concrètes qu'on peut s'apporter à tout ça? Ben, il y a deux choses que l'on peut faire. La première, et on n'y échappera pas, c'est devenir plus autonome par rapport aux États-Unis en matière de protection du comportement européen. C'est un impératif que beaucoup de gens ne vont pas aimer, parce que quand vous dites assumer plus de responsabilités en matière de défense, la défense, il faut investir dans la défense, il faut produire des équipements. Bien. Donc c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, à mon avis, c'est réévaluer nos relations, parce que pour l'instant, je suis un peu préoccupé par le comportement de certaines élites européennes. On est en froid avec Poutine, on est en froid avec Erdogan, et on va être en froid avec Trump. On sera bien avec qui? Donc je pense qu'on est arrivé à un moment dans lequel il faut qu'on réfléchisse à la définition des vrais intérêts de l'Union européenne et de l'atténuation des tensions qui se produisent maintenant et que parfois nous entretenons à cause des faiblesses de notre diplomatie ou des mauvaises réactions que nous avons. Alors moi, je trouve ça très intéressant parce que depuis le débat, on voit Trump comme quelque chose de fort négatif. Vous dites que vous n'aimez pas l'homme, que c'est, pour paraphraser, le cancer de la démocratie, qu'il faut trouver des solutions pour pouvoir agir contre lui, qu'il reste d'isoler l'Europe. Alors, oui, Trump est une conséquence de notre démocratie. Mais, n'est-ce pas, d'une dérive de notre démocratie. Mais n'est-ce pas aussi en soi une sorte de solution? On va présenter les choses sur différentes façons. Il promulgue le protectionnisme. Moi, personnellement, je préfère aller acheter ma viande chez les fermes près de chez moi. Je préfère acheter mes légumes via des collectifs qui m'apportent les légumes qui viennent de Belgique, plutôt que d'aller chercher ma nourriture ailleurs. Je trouve que c'est une des très bonnes solutions et je trouve qu'il faudrait par exemple beaucoup plus de protectionnisme pour pouvoir promulguer les petits commerces, les fermiers, que je trouve beaucoup plus intéressant que d'aller chercher notre nourriture autre part. Alors oui, c'est quelqu'un qui est potentiellement dangereux parce qu'il a fait des grandes annonces, parce qu'il fait peur et il a une grande gueule. Mais en soi, maintenant de ce qu'il va faire, ne pourrait-il pas justement être quelqu'un qui va faire changer les choses, qui va faire bouger, va peut-être conduire vers de très bonnes actions, comme pour moi est le protectionnisme? Bien. Je vous ai dit qu'à mes yeux, les Américains, démocratiquement, ont choisi ce que j'appelle un casseur, c'est-à-dire quelqu'un qui leur a dit toutes les mauvaises politiques qu'on a menées jusqu'à présent, tout ce que vous raconte l'establishment politico-médiatique, il faut oublier ça, il faut changer ça, moi je vais bousculer ça, je vais renverser. Bien. Donc ça montre une aspiration dans nos démocraties à un certain nombre de changements. Les gens en ont marre, si vous voulez, de cette démocratie un peu molle et ils veulent qu'il y ait des choses qui changent. Bien. Ce qu'il changera réellement, nous sommes incapables de le dire, vous et moi. Je vous ai dit maintenant, il choisit son équipe. Il choisit beaucoup de gens à droite, très à droite, et même d'extrême droite. Et pour le reste, il vient déjà de renier plusieurs des engagements solennels qu'il avait pris pendant la campagne électorale. Donc, qu'est-ce qu'il fera réellement? Je n'en sais rien. Sur le protectionnisme, bien. Alors, vous allez vous approvisionner chez le fermier du coin, bien. Mais demain, pour vos chaussures, vous allez vous approvisionner chez un chausseur qui va recommencer à les fabriquer dans le village d'à côté. Bien.
pour vos vêtements, vous allez demander à quelqu'un d'installer une machine à textile dans son garage ou ailleurs pour refabriquer votre t-shirt. Il faut être... Quand on commence une logique, il faut continuer la logique. Le véritable problème est que dans un monde dans lequel vous avez 8 milliards d'êtres humains, et qu'on se concentre de plus en plus dans les villes, pour alimenter les villes, vous n'aurez pas suffisamment de petites fermes à côté pour que chacun puisse aller s'approvisionner dans la ferme. Vous n'aurez pas suffisamment de petites unités textiles pour pouvoir aller acheter votre t-shirt. Vous n'aurez pas suffisamment de fabricants de chaussures. Il faut des flux de produits beaucoup plus importants. Et si vous ne pouvez pas les produire vous-même, ben, il faut pouvoir les importer de quelque part. Et quand vous importez quelque chose, vous pouvez exporter aussi quelque chose. Et l'histoire de l'humanité a toujours montré que les périodes de plus grande prospérité économique, ce sont les périodes dans lesquelles les échanges se développent et pas les périodes dans lesquelles on ferme les frontières. Je crois que là, vous vous trompez, et ce n'est pas parce qu'on commence une logique qu'il faut continuer cette logique jusqu'à l'extrême. Justement, il faut trouver un équilibre. Oui. Et l'équilibre est entre les deux. Il y a des bonnes choses de l'import-export, il y a des bonnes choses au protectionnisme. D'où l'intérêt d'avoir une politique parfois protectionniste pour faire des concessions qui vont dans ce sens-là. Oui, attention. Deuxièmement, Oui, précisons quelque chose sur le protectionnisme. Il y a un élément sur lequel vous avez raison. C'est-à-dire que quand certains abusent de l'ouverture de vos frontières, comme le font les Chinois maintenant, pour exporter vers l'Union européenne leur acier, parce qu'ils fabriquent plus d'acier qu'ils ne peuvent en consommer, à des prix qui sont des prix qui défient toute concurrence internationale, ça veut dire qu'ils cassent les prix parce qu'ils subsidient leurs aciéries, dans ce cas-là, nous avons le droit de mettre des droits de douane extraordinairement élevés en disant vous allez arrêter, il n'y a plus aucun produit chez vous qui va venir. Si vous voulez vendre une tonne à 1 000 €, ben vous allez devoir payer des taxes, des suppléments de droits de douane de 2 000 €, de 3 000 €. Mais donc le protectionnisme ne signifie pas ouvrir son marché de manière imbécile par rapport à n'importe quel type de pratique. Ça signifie réguler les échanges de manière telle que tout le monde y trouve son compte. Mais pour le reste... Oui, donc la deuxième chose, c'est justement, vous dites que Trump est là pour vous bouleverser la situation. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Et je crois que c'est exactement ce que la politique a besoin. Aujourd'hui, quand on voit ce que les jeunes pensent de la politique, quand on voit ce que le monde pense de la politique a besoin d'être bouleversée. On a besoin de gens qui font des changements ou qui gueulent très fort. Et on a besoin de personnes comme ça. Après, on va voir ce qu'il fait. Il va peut-être continuer dans la politique. Mais ce qui est important, c'est qu'on a voté pour l'idée. On a voté pour des gens qui cassent. Et c'est aujourd'hui, maintenant, il faut du changement. Oui. Il faut casser pour raison. reconstruire parce que ça ne va plus. Et si on continue comme ça dans ce système, on va finir par se casser la gueule à un moment. Je pense qu'il faut introduire certains changements. Mais je ne les cherche pas dans la direction dans laquelle Trump les propose. Je veux des changements, je veux une réforme radicale du système démocratique et du fonctionnement de nos sociétés. Mais ce n'est pas pour ça que je vais devenir fasciste ou populiste agressif. Et donc, d'accord sur le concept de nécessité de changer radicalement les choses, refus radical si c'est pour le faire dans cette direction-là. On parlait... Non, je vous en prie. On parlait du CETA plus tôt. Moi, de ce que j'ai lu, c'est que TTIP ou pas TTIP, le CETA, c'était déjà une porte ouverte aux entreprises américaines. J'aimerais un mot là-dessus de votre part. Et secondement, on parlait du protectionnisme et des entreprises. Eh bien, des multinationales américaines, il y en a à foison. Et de ce que j'ai pu lire, elles ne sont pas toutes très contentes de la politique annoncée par Trump. Non, c'est vrai. Surtout c'est vrai puisqu'il est protectionniste. Et donc, pour des entreprises mondialisées, l'idée qu'il va fermer les frontières, ça signifie que les autres frontières vont se fermer et donc un certain nombre de multinationales vont se trouver dans des situations difficiles. Alors qu'est-ce qu'elles feront? Et ça sera une des limites de la politique de Trump s'il fait ça. Ben, elles vont délocaliser. Au lieu de rester aux États-Unis, elles vont établir des sièges dans des pays qui seront beaucoup plus ouverts. C'est ce que les patrons de ces entreprises ont déjà commencé à dire. Quand vous êtes excessif dans quelque chose, vous provoquez toujours des réactions excessives de la part des autres et ça finit par une pathologie collective. Donc, la démesure est toujours une cause d'échec et de catastrophe. Et donc, le protectionnisme total, c'est une imbécilité totale. Et en disant cela, je pensais à Apple, qui a un siège en Irlande. Oui. Et qui fait passer donc ses bénéfices par Apple Irlande. Ça, c'est autre chose. Laissez-moi terminer. Oui. Par rapport au petit jeu fiscal d'Apple, l'Europe prend des mesures et ne veut plus laisser jouer Apple en Europe. Apparemment, les États-Unis... Excusez-moi, je termine. Apparemment, Apple n'est pas très content des décisions de Trump. Alors,
ils vont délocaliser, d'accord. Et où est-ce qu'ils vont délocaliser? En Russie ou en Chine? Est-ce qu'on perd pas là, nous, l'occasion de récupérer un business? Oui. Mais mettons-nous d'accord sur quelque chose. Nous n'avons jamais dit que nous ne voulions pas Apple ou Facebook ou n'importe quelle grande multinationale, non, attendez, qui viennent s'installer sur le territoire européen. Ce que nous disons, c'est que nous voulons mettre fin sur le territoire européen au shopping fiscal que ces entreprises sont occupées à faire sur le territoire européen, en créant des succursales ici, en faisant des échanges de bénéfices et de pertes entre les différentes unités de la multinationale. Ça, nous avons dit, écoutez, c'est pas fair play, ça. C'est ce que j'entends par jeu fiscal. Oui, mais c'est pas correct. Attendez, je termine et puis je vous rends la parole. Et ça, en tout cas, nous sommes décidés à y mettre fin, pas seulement pour les multinationales américaines, pour aussi les multinationales européennes qui utilisent ce jeu-là. Pourquoi? Parce que c'est je dirais une détérioration de la capacité contributive des entreprises au budget commun de tous les Européens. C'est une fraude, si vous voulez. Et donc ça, on y mettra fin. Nous voulons que tout le monde soit traité fiscalement de la même manière sur tout le territoire européen et qu'on ne puisse pas se délocaliser quand on peut rouler les temps un peu plus dans un pays que dans un autre. C'est une intention louable. Ce que je voulais dire, c'était que est-ce que si les multinationales ne sentent plus les bienvenues en Europe, si elles ne sentent plus les bienvenues aux États-Unis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rate pas l'occasion de les attirer justement avec des... Vous voulez qu'elles soient bienvenues en Europe? Non, ce que je dis, c'est est-ce qu'on ne rate pas quelque chose? Oui, bien sûr, j'essaie de vous expliquer. Et vous êtes contre le CETA. Alors expliquez-moi. Non, là on est... Vous allez vite en besogne. Non, là on est devant un problème réel. Vous me dites d'un côté que vous voulez pas favoriser, mais maintenir l'accès des multinationales au niveau européen pour qu'elles viennent s'établir ici, si d'aventure demain Donald Trump devient frénétique du protectionnisme. Et en même temps, vous me dites le CETA, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il dit le CETA? Il vise à favoriser les échanges entre le Canada, on ne parle que du Canada, et l'Union européenne, et il dit aux entreprises qui ont l'essentiel de leur activité au Canada, si vous venez investir sur le continent européen, pas simplement vendre vos produits, nous garantissons que vos investissements seront protégés contre tout comportement arbitraire de la part des autorités publiques. Ça veut dire quoi, comportement arbitraire? Ça veut dire qu'on leur appliquerait des mesures que l'on n'applique pas aux autres entreprises qui sont des entreprises européennes. Vous êtes contre ça? Alors, je pense, excusez-moi, je pense pas avoir dit que j'étais contre. Moi, ce que je pense avoir dit, c'est... Vous n'étiez pas pour le CETA, si j'ai bien compris. Non, ce que j'ai dit, c'est le CETA enfin, de ce que j'ai lu, seront des portes ouvertes aux entreprises américaines. J'ai pas donné d'avis. Et ce que je vous pose, c'est simplement une petite question et j'attends juste d'avoir votre avis. Ce débat, je crois, fort intéressant sur le CETA. Il me semble plus intéressant de conclure la discussion sur Trump avant de partir dans des divagations. Je vous laisse des divagations. Fort intéressantes. Non, vous me vexez là. J'espère que tu es vexé aussi. Je suis très vexé. Non, sérieusement, là, on ne peut pas laisser dire ça. Retirez ça. Excusez-vous. Disons que ça s'éloigne de notre débat originel, même si c'est fort intéressant. Oui, écoutez, sur le débat américain, je conclus en disant les Américains ont choisi. Que nous aimions ou que nous n'aimions pas, on va devoir vivre avec Trump comme président. Il a déjà commencé à renier ses engagements. Il faut le pousser à continuer à renier ses engagements, soit les plus insupportables, soit les plus stupides. Et pour le reste, il faudrait essayer de gérer avec les États-Unis, puisque les États-Unis sont un des grands partenaires et un de nos grands alliés. Il faudrait essayer de gérer ça de la manière la plus intelligente qui soit.